La Jury CIR, c'est le podcast F-Initiative sur l'actualité juridique et fiscale du CIR. Retrouvez l'analyse et le décryptage des décisions de justice concernant le financement public de l'innovation par les experts F-Initiative. Bonjour à toutes et tous, bonjour Cynthia. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Jury CIR. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Cynthia ? Nous allons parler de propriété intellectuelle et notamment de titres de propriété industrielle protégeant les inventions, c'est-à-dire les brevets ou les certificats d'obtention végétale, appelés également COV. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et pour la suite de ce podcast, je tiens à préciser que lorsque l'on parlera de brevets, cela inclura à la fois les brevets et les COV. Je te propose maintenant de faire une rapide introduction sur ce qu'est la propriété intellectuelle. Bien sûr, on va commencer par définir ce que c'est. Il s'agit d'un ensemble de droits portant sur les créations, telles que les inventions, les œuvres littéraires et artistiques, les dénominations, les titres, les logos, les images ou encore les designs. Cet ensemble de droits va permettre de garantir à l'auteur d'une œuvre que celle-ci ne soit pas utilisée par d'autres sans son accord, en lui garantissant un droit de propriété exclusif sur sa création. Merci pour ce rappel de définition. En tant qu'expert métier, je pense qu'il est important de préciser que la propriété intellectuelle existe depuis longtemps et que le but consiste, comme tu l'as dit, à protéger les droits d'une personne ou d'une entreprise liée à ses créations, quelles qu'elles soient. Effectivement, notons qu'elle peut être subdivisée en deux branches principales, à savoir les créations artistiques et la propriété industrielle. Les créations artistiques vont concerner la protection des œuvres littéraires, cinématographiques ou musicales. On parle généralement de droits d'auteur. Et la deuxième branche sera la propriété industrielle qui, elle, a pour objet la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations industrielles ou commerciales. Concrètement, cela va concerner les brevets, les marques, les dessins et modèles industriels ainsi que les indications géographiques. Petite précision technique, cela va regrouper des créations pouvant être classées en deux catégories, la protection des créations techniques ou innovations et la protection des dessins et modèles ou des marques. Le copyright en est un exemple effectivement bien connu. Tout comme le trademark, il s'agit cependant d'exemples de l'environnement anglo-saxon. Merci, mais pourquoi cette précision, Guillaume ? Historiquement, comme dans beaucoup de domaines, la protection des créations s'est établie de manière localisée et dispersée. Les premières ébauches de protection datent du Moyen-Âge et sont apparues dans divers pays d'Europe. Ok, c'est très pertinent ce que tu dis, puisqu'on constate aujourd'hui que les législations sont différentes en fonction des pays et qu'elles ont beaucoup évolué depuis leur mise en place. Tout à fait. Aujourd'hui, avec la mondialisation, les législations sont concordantes et des agences nationales ou internationales travaillent de consort pour promouvoir et assurer la protection intellectuelle. Il y a notamment l'Institut national de la protection intellectuelle en France, appelé aussi INPI, ou l'European Patent Office. La demande de ces titres de propriété intellectuelle doit donc être déposée auprès de ces organismes. Merci pour ces précisions. Alors, je vais peut-être rappeler que depuis le 1er juin 2023, il y a la juridiction unifiée du brevet qui a été créée. Elle est compétente pour traiter des litiges liés à la validité et à la contrefaçon des brevets européens et des brevets européens à effet unitaire. Le siège de sa division centrale est situé à Paris et elle se compose d'une juridiction de première instance, d'une cour d'appel et de divisions locales. Son objectif est de garantir une interprétation uniforme du droit en Europe, de simplifier les procédures et de réduire les coûts associés. Son lancement s'accompagne de la création du brevet européen à effet unitaire qui, lui, permet de protéger les inventions dans 17 pays européens en une seule démarche, à moindre frais, par le biais d'un titre unique qui va simplifier les formalités administratives et réduire les coûts en renforçant la sécurité juridique. D'accord. Et il existe également l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, sous l'égide des Nations Unies. Très bien. Après ce rapide tour d'horizon, nos auditeurs se demandent sûrement quel est le lien avec le CIR. Eh bien, c'est assez simple. Une partie de frais associés à la propriété industrielle est valorisable dans le cadre du CIR. Depuis la création du dispositif CIR en 1983, la prise en compte des frais de brevet au titre du CIR est bien possible. Cela démontre la logique du législateur de favoriser la protection des innovations. La protection industrielle a un coût non négligeable et par ce biais, le CIR va permettre de réduire l'impact financier et d'encourager l'innovation. Est-ce que, Guillaume, tu peux m'expliquer d'un point de vue métier ce qui est éligible dans la valorisation du CIR ? Oui. Alors, le principal poste valorisé concerne celui des frais de prise et maintenance de brevets
ou de certificat d'obtention végétale. Tout à fait, c'est bien ça. Alors, en pratique, c'est le E du 2 de l'article 244 quater B du Code général des impôts qui le prévoit explicitement. Précisons qu'un certificat d'obtention végétale est un titre de propriété qui permet de protéger l'utilisation des semences d'une variété végétale. Oui, concrètement, une société qui crée de nouvelles variétés avec des caractéristiques particulières peut protéger ces nouvelles variétés, notamment pour empêcher des concurrents d'utiliser ces semences sans permission. Dans l'article 244 quater B du Code général des impôts, il y a également le E bis et le F qui prévoient l'éligibilité au CIR d'autres frais inhérents au brevet. On peut citer par exemple les primes et cotisations pour la protection juridique associée au brevet et enfin les dotations aux amortissements des brevets. On va rappeler deux éléments. Les primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique sont à prendre en compte dans la limite de 60 000 € par an. En second lieu, les dépenses liées à une condamnation éventuelle dans le cadre de litiges qui portent sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ne peuvent pas être prises en compte. Tout à fait. Certaines dépenses liées au brevet sont donc valorisables au titre du CIR et sont en plus un indicateur de R&D. C'est très bien que tu en parles. La doctrine fiscale au BOFIP reconnaît qu'un brevet obtenu dans le cadre d'un projet puisse être un indicateur de l'existence de travaux de recherche. Cependant, il n'implique pas que les travaux de recherche aient été nécessaires et donc il n'implique pas l'éligibilité au CIR. On va noter quand même qu'une réponse ministérielle de 2009 indique en ce sens que les travaux de recherche ne donnent pas nécessairement lieu à un dépôt de brevet. Par conséquent, l'existence ou l'absence de brevet ne peut pas caractériser à elle seule l'existence d'activités de recherche. Tout à fait. Le caractère brevetable d'une création technique peut être utilisé comme l'un des éléments d'analyse de l'existence de travaux de R&D. En effet, pour être brevetable, une innovation doit à la fois recouvrir la notion de nouveauté par rapport à l'existant et l'activité inventive, et donc se recoupe avec les critères du manuel de Frascati pour la définition de la R&D, repris par le BOFIP, et en particulier les critères de nouveauté et de créativité. On peut donc bien parler d'indicateurs de R&D. En plus, bien que non opposable à l'administration, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche indique dans son guide CIR que les dépenses de brevet entrent dans la base du calcul du CIR, indépendamment du fait d'être propriétaire ou non de ces brevets. Cela veut dire d'ailleurs qu'il est possible de valoriser au CIR des frais de brevet non liés à un projet de R&D, puisque le guide CIR nous indique que cela est possible. Attention, il y a une divergence de position sur ce point. S'agissant de la prise et maintenance de brevets, le guide CIR nous indique que cela est possible, alors que la doctrine fiscale est silencieuse sur ce point en matière de CIR, mais le précise en matière de C2I, que les dépenses de prise et maintenance de brevets sont éligibles, qu'elles soient ou non consécutives à des opérations R&D. La jurisprudence n'est pas de cet avis, elle illustre avec un arrêt récent de 2024. S'agissant des frais de défense de brevet, la situation est un peu différente car l'administration fiscale admet expressément que ces dépenses sont éligibles qu'elles soient ou non consécutives à des opérations de R&D. Même si là encore la jurisprudence ne semble pas admettre qu'on puisse valoriser de telles dépenses indépendamment d'un projet R&D éligible. Ok, très clair. Rappelons qu'au niveau de la hiérarchie des normes, la jurisprudence est supérieure à la doctrine et la doctrine n'est opposable à l'administration qu'en cas de contrôle fiscal. Un contrôle fiscal, c'est-à-dire une procédure contradictoire qui donne lieu à une proposition de rectification. De ce que j'en comprends, il faut donc être très prudent sur la prise en compte de ces frais dans le crédit impôt recherche, et que la position la plus sécurisée est donc de privilégier la valorisation au CIR de dépenses liées à un brevet, lui-même lié à un projet de recherche. Exactement. Nous n'avons pas évoqué la question du lieu où doivent être réalisées ces dépenses. Il me semble qu'il y a une spécificité sur ce sujet. Exactement, tu as tout à fait raison. L'éligibilité de ce poste de dépense au CIR constitue une dérogation au principe de territorialité. Depuis le 1er janvier 2014, ces dépenses sont prises en compte quel que soit le pays où elles sont engagées. Ok. On ne l'a pas rappelé, mais seuls les frais afférents au titre de propriété industrielle protégeant les inventions techniques, c'est-à-dire les brevets, sont pris en compte pour le calcul du CIR. Cette précision légale exclut de facto l'éligibilité au CIR des dépenses liées au dessin, modèle ou marque, qui ne sont pas des protections de création technique, mais de création ornementale ou des signes distinctifs. Il est intéressant de noter que ces dépenses peuvent être prises en compte dans le crédit impôt collection. Ok.
Puisque l'heure est aux précisions, on va rappeler que l'article 244 quater B du Code général des impôts exige que les dépenses de recherche valorisées au titre du CIR soient déductibles du résultat fiscal de l'entreprise qui souhaite les déclarer. Autrement dit, qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est que l'entreprise qui valorise les dépenses de brevet doit s'assurer qu'elle a réellement engagé ces dépenses dans son intérêt et qu'elle les a réellement supportées sans les refacturer. Tu penses à l'arrêt Delphi de 2020 de la Cour administrative d'appel de Versailles, qui a jugé que les dépenses de brevet sont éligibles pour l'entreprise qui les a effectivement exposées? Bien vu, c'est bien ça. Dans l'arrêt Delphi, les juges ont confirmé le principe selon lequel une entreprise titulaire, ou non d'ailleurs, des brevets peut les faire valoir dans le cadre de son CIR dès lors qu'elle supporte réellement les dépenses qui y sont liées, c'est-à-dire sans les refacturer à une autre entreprise. Cet arrêt évoquait une situation de refacturation des frais de brevet par une entreprise non titulaire des dits brevets. Ok, on retient du coup qu'en présence de refacturation de brevets, situation souvent retrouvée en intragroupe, l'enjeu pour le contribuable réside dans le fait qu'il doit démontrer que c'est bien lui qui supporte in fine ces frais, c'est-à-dire qu'il existe réellement une refacturation et que c'est bien lui qui engage les dépenses liées à ces brevets. C'est ça. Pour sécuriser ce type de valorisation, il nous paraît judicieux de rédiger un nouveau contrat ou un avenant au contrat existant contenant une clause spécifique indiquant les modalités de refacturation des frais de brevet. Pourquoi? Afin de démontrer que c'est lui qui engage les frais. Dans la pratique, rien n'empêche que cette clause du contrat puisse indiquer qu'elle vient préciser ces modalités de manière rétroactive. Le contrat ou l'avenant ainsi rédigé fera référence à ces facturations existantes et viendra simplement régulariser juridiquement un fait existant. Cela voudrait donc dire qu'en parallèle, les justificatifs concernant cette facturation doivent exister au préalable. Exact. En revanche, F Initiative n'est pas compétent selon le périmètre du droit pour conseiller ou rédiger un tel contrat. Dans ce cas de figure, c'est avec un conseil en propriété intellectuelle ou en droit des contrats qu'il faudrait se retourner. Oui, chez F Initiative, nous avons également des partenariats avec des experts du domaine, tels que le cabinet Régimbaud, spécialisé en propriété intellectuelle, ou le cabinet d'avocats Attier, qui fait partie de notre réseau Initiative Networks. Il y a également de la documentation et des trames accessibles sur le site de l'INPI à ce sujet. En parlant de l'INPI, Guillaume, ça me fait penser qu'en novembre 2023, la Cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt TDF Infrastructure, est venue élargir le champ des possibilités pour les sociétés qui déclarent du CIR et qui ont du personnel interne dédié aux activités de propriété intellectuelle. Alors, qu'est-ce qui a changé avec cette jurisprudence dans la pratique? C'est qu'en fait, avec cette jurisprudence récente, une société peut valoriser des dépenses de prise ou de maintenance de brevets réalisées par les cabinets de conseil en propriété intellectuelle pour son compte, mais également celles qu'elle conduit avec son propre personnel relevant d'un service de propriété intellectuelle. En effet, la doctrine admettait déjà que soient éligibles les dépenses de personnel supportées par l'entreprise au titre de la défense des brevets, mais aucun texte n'abordait les dépenses de personnel relatives aux frais de prise et de maintenance de brevets. Cette décision a élargi l'éligibilité des frais de propriété intellectuelle interne sur ce poste de dépense. Au niveau métier et en pratique, nous avons eu des retours d'expérience dans le cadre d'un contrôle fiscal. Les frais de personnel interne ont été acceptés par l'administration en application de cette jurisprudence. En revanche, ces dépenses doivent être prises en compte dans le poste de dépense des frais de brevet, dans le cadre de l'assiette du CIR, et non dans celui des frais de personnel. Oui, cela va peut-être donner lieu à une mise à jour de la doctrine pour une prise en compte officielle dans le BOFIP. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, et en tout état de cause, le sujet soulevé par la jurisprudence est intéressant. Nous espérons une mise à jour en ce sens. Alors, pour finir, on va rappeler que la détention d'un brevet peut donner lieu au bénéfice du régime IP Box, anciennement appelé Patent Box, mise en œuvre dans le cadre de la loi de finances de 2019 et encadrée par l'article 238 du Code général des impôts. Ce dispositif encourage les entreprises à valoriser leurs actifs de propriété intellectuelle par la fiscalité. Il offre aux entreprises la possibilité de bénéficier d'un taux préférentiel à l'impôt sur les sociétés pour tous les revenus issus de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire l'exploitation ou la cession d'un brevet lié à des travaux de recherche engagés en France. En pratique, cela fonctionne selon un mécanisme de levée d'options. L'IP Box permet de soumettre les revenus de cession
concession ou sous-concession de droits de propriété intellectuelle, tels que les brevets, les logiciels, les certificats d'obtention végétale, ou encore des procédés industriels à un taux d'imposition réduit. Exactement. On va quand même préciser que ce taux d'imposition réduit est de 10% au lieu de 25% de manière classique. Merci Cynthia pour cette dernière précision. Je vous propose de faire un petit résumé de cet épisode qui aborde l'importance de la protection des innovations ou inventions, de son impact sur le CIR, tout en soulignant les nuances juridiques et fiscales à considérer. Premièrement, la propriété intellectuelle regroupe les droits sur des créations telles que les inventions, les œuvres littéraires, les logos, etc. Elle garantit à l'auteur un droit exclusif sur son œuvre. Deuxièmement, elle fait appel à des organismes clés tels que l'INPI en France ou l'Office européen des brevets. Troisièmement, certains frais liés au brevet peuvent être valorisés au CIR. Il s'agit notamment des frais de dépôt, de maintenance ainsi que les primes d'assurance juridique sous certaines conditions. Cela permet de réduire le coût de la protection des innovations. Quatrièmement, il convient de privilégier la valorisation des brevets en lien avec des travaux de recherche. Et pour finir, le régime de l'IP Box offre un taux d'imposition réduit à 10% pour les revenus issus de la propriété intellectuelle. Nous arrivons au terme de cet épisode de la Jury CIR, le podcast F Initiative, sur l'actualité juridique et fiscale du CIR. Il a été préparé grâce à l'implication sans faille de Solène Després-Brown et bien sûr Mélanie Petit et Cynthia Bakotamba de la direction juridique et fiscale de F Initiative, mais également de François Jaouen, responsable marketing, et on remercie finalement Morgane Simon à la production. À bientôt pour d'autres décryptages.